Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité a notamment suivi des études de philosophie et de cinéma, conjointement menées à des cours d'art dramatique. Il devient assistant réalisateur dès 1990, un métier qu'il continue à exercer de temps en temps. Il débute alors sa carrière de réalisateur dans différents domaines tels que l'habillage de chaînes, bandes annonces ou encore clips promotionnels. Votre invité réalise également depuis plusieurs années des portraits d'artistes et d'écrivains pour différents magazines culturels et littéraires, à côté de la fiction où il a réalisé des courts-métrages et écrit des séries et des unités pour la télévision. Il donne des consultations sur scénario ainsi que des cours sur le passage de la conception à la réalisation du film, tant pour le Sud aux éditions Le Masque et son premier roman pour lequel il a reçu le prix du premier roman du Festival de Beaune 2017. Il s'agit de Philippe Rouquier. Il vous présente son dernier roman, Rire de poupée chiffon, aux éditions Carnet Nord, qui d'ailleurs en profite pour les saluer, les remercier, ainsi que notamment Gilles Paris et toute son équipe. Ils se reconnaîtront. Philippe Rouquier, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de m'inviter. Mais avec grand plaisir, nous, ici, notre émission, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, maintenant, on ne voulait pas passer à côté de ça, et notamment de vous, apprendre à vous connaître, à découvrir un auteur qui a de nombreuses qualités. Voilà, je me suis régalé en vous lisant. J'ai été, on va dire, porté par ce que vous avez écrit, parce que je n'avais qu'une envie, c'était de tourner les pages. Et quand un auteur réussit à faire cela, c'est qu'il a tout gagné. On va y revenir, notamment sur ce très très bel ouvrage, un rire de poupée chiffon, bien entendu. Avant cela, on va s'intéresser à vous, Philippe Rouquier. Racontez-nous ce métier de réalisateur que vous exercez. Alors, je suis donc oui réalisateur depuis quelques années maintenant. En fait, je suis technicien réalisateur, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des domaines totalement différents. Et puis, je suis arrivé au documentaire pour finalement peut-être accéder à des formats plus longs qui me permettaient de travailler plus en profondeur des sujets. Donc, c'est surtout ça, j'ai eu une très longue carrière sur des films institutionnels qui m'ont absolument passionné parce que je suis rentré à peu près partout, dans tous les mondes, dans tous les milieux de l'entreprise. Donc j'ai énormément appris, j'ai vu des choses exceptionnelles, je pense même. Et puis après, toute la télé, toute la télé, la pub, le clip, l'habillage de chaîne. Donc alors là, beaucoup plus technique. Et puis, voilà, j'ai eu envie de trouver des sujets qui me permettaient de dire plus de choses et de travailler plus en profondeur, ce qui est le cas avec le documentaire, et aussi de pouvoir travailler sur des sujets qui m'intéressent, comme les guérisseurs, les penseurs de secrets, les leveurs de mots, les guérisseurs d'animaux, les animaux guérisseurs, tout ça, qui font partie d'une passion que j'ai, qui est le chamanisme, sur lequel je suis en train d'écrire un essai d'ailleurs, qui m'a été commandé chez Carnet Nord. On a hâte de les découvrir un petit peu tout cela pour un domaine peut-être que celles et ceux là qui viennent nous rejoindre ne connaissent peut-être pas et qui vont pourquoi pas s'y y intéresser grâce à vous, Philippe Rouquier. Vous êtes également un homme qui est de contact, un homme de conseil, on peut le dire, oui, puisque vous donnez également des cours ainsi que des consultations sur scénario. En quoi cela consiste-t-il? Expliquez-nous, Philippe. Alors, concrètement, les consultations sur scénario, c'est quelqu'un qui vient vous voir pour dire, voilà, on en est là, on voudrait que le scénario évolue. Alors parfois il y a des problèmes, parfois il n'y en a pas, parfois c'est juste, on essaye de rééquilibrer. Je viens de faire ça avec mon ami Antoine Blanquefort, sur un film qui s'appelle Dirty Cash, qu'il a écrit, qui est en cours de production aux États-Unis avec Christophe Lambert. Et donc il m'apporte un scénario, voilà, le scénario tel qu'il est, et avec le réalisateur, le producteur et le scénariste,
de là, je dis, bon, ben voilà, ce que vous voulez, c'est faire ça. Et je propose une plateforme de réflexion où on dit, bon, ben, il faut changer ce personnage-là, il faut, c'est souvent des questions de volume, il faut rééquilibrer ça. Là, vous avez un décor qui est beaucoup trop long, là, et, voilà, etc. Et tout ça, ça se fait en général par rapport à un genre. C'est-à-dire que c'est difficile de le faire dans l'absolu, donc on le fait par rapport à un genre, et chaque genre a des critères. Donc c'est là-dessus qu'on se base pour faire ça. Donc voilà, j'ai fait ça cette année, enfin l'année dernière. Et là-dessus, et puis je suis devenu co-scénariste. Donc voilà, ça c'est la partie, voilà comment ça peut se passer. Et là c'est un film d'action, un peu survival, c'est-à-dire que les gens qui sont prisonniers, qui doivent se sortir de tout ça. Donc j'ai rééquilibré, j'ai contribué à rééquilibrer le scénario par mon analyse. Et alors du côté enseignement, alors là c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire que en fait je donne des cours qui permettent de sortir son idée, de comprendre son idée et de l'amener jusqu'à l'écriture. Alors ça, je le fais sur à peu près toutes les possibilités d'écriture. C'est-à-dire que on peut parler du roman, on peut parler du scénario, on peut parler du téléfilm, on peut parler d'une pièce radiophonique, de tout ce qu'on veut. Et c'est les mêmes critères jusqu'au moment où on rentre dans l'écriture proprement dite de l'œuvre. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai donné ces cours, j'ai fait une journée avec des troisièmes, des classes de troisième, où ça a formidablement bien marché. Je l'ai fait avec des gens qui sortaient d'écoles de cinéma, qui étaient professionnels, qui avaient travaillé comme scénaristes, comme producteurs, et ça a très bien marché aussi. Et puis aussi avec bien sûr des élèves d'écoles de cinéma, voilà, et des professionnels pour dépanner des choses. Je leur donne des conseils aussi de cet ordre, sans rentrer dans l'écriture. Et dis donc, vous ne devez pas vous ennuyer, vos journées doivent être complètement remplies, vous. Oui, j'ai des journées bien remplies. C'est-à-dire que quand on écrit, on a des journées bien remplies. Voilà, je pense que écrire, ça demande énormément de temps. C'est un investissement complet en concentration, en temps, parce qu'on ne peut pas écrire en regardant la télé, en faisant autre chose. Enfin, on est obligé d'être concentré quand même énormément sur ce qu'on fait. Donc oui, écrire, c'est un investissement. C'est aussi ce qui permet de vivre intellectuellement souvent. Hein. On peut dire en quelque sorte. Oui, vous aimez donner votre savoir-faire et vous êtes là aussi en tant que consultant, on pourrait dire presque ça. Vous parliez tout à l'heure notamment d'aider les producteurs, les réalisateurs et autres. Vous êtes un peu comme le consultant, vous êtes la petite boîte à outils qui pense un peu à tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable ça. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai acquis une technique, hein, c'est sûr, et donc je peux très rapidement donner des conseils. Et alors, ce ne sont pas des conseils dans le vide, c'est de dire si tu veux faire ça, si ton but est d'aller dans cette direction, il faut que tu fasses ça. C'est très, ça peut paraître abstrait quand on parle d'histoire et tout, mais en fait c'est extrêmement concret, quoi. Et j'ai été consultant pour France 2 il y a pas mal de temps, consultant sur les textes, sur les séries policières. Ce qui m'a donné un bagage important parce que là on lit, je sais pas, 3-4 scénarios par semaine, 2 ou 3 romans policiers ou romans noirs, etc., qui sont adaptés. Donc là, c'est énorme, quoi, ce qu'on acquiert à ce moment-là. Quelle série, par exemple, ou tout ça pour donner un ordre d'idée aux personnes là qui vous écoutent en ce moment, et par exemple, qui se disent ah oui, ça je l'ai vu, mais oui. Alors moi, ma série de ces dernières années, elle est un peu vieille déjà, mais c'est Peaky Blinders. Et pour moi, c'est un des sommets de. Alors c'est assez noir, hein, c'est l'histoire d'Irlandais en Angleterre entre les deux guerres. C'est des anciens de 14-18, et c'est un gang. Et c'est leur montée, la montée en puissance de ce gang dans la société anglaise.
scénario, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le scénario sert. Il n'y a pas des à côté comme souvent en série. On pourrait dire, par exemple, comme True Detective. True Detective, c'est vraiment une très belle série aussi, mais on vit avec les personnages et c'est que des à côté. Alors que dans Peaky Blinders, tout sert à l'histoire. C'est vraiment, enfin moi ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est écrit par un seul scénariste qui a aussi réalisé, donc voilà, c'est un vrai condensé de travail, quoi. Philippe Rouquier, quelles sont vos passions? Oui, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'écrivez pas, que vous n'êtes pas en cours, que vous n'êtes pas avec un scénariste? Enfin voilà, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors en fait, il y a très peu de... Alors mes passions concourent à mon travail, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je suis passionné de droit pénal international, ce qui n'a pas grand-chose à voir a priori. Et je suis passionné de chamanisme, qui sont très liés à certains moments de notre histoire. Donc ça déjà, ça prend du temps. Après, ça rentre plus ou moins dans mes écritures. Sinon, j'ai des passions extrêmement simples. C'est-à-dire que j'adore me promener dans la nature. Ça peut paraître absurde ou désuet, mais c'est une réelle passion, quoi, de regarder, de tout voir, de tout voir ce qu'il y a autour. Je fais un peu de méditation. Alors, c'est pas réellement une passion, mais ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Et puis sinon, quand sinon que la cuisine. Voilà. Je fais la cuisine. Alors je fais la cuisine un peu comme une mère de famille. Ça, j'y tiens beaucoup parce que quand un homme cuisine, il fait de la cuisine. Et quand une femme cuisine, elle fait à manger. Moi, je fais à manger. Je fais à manger tous les jours. Voilà, je veux surtout pas être sexiste. Donc je fais à manger comme une mère de famille et j'aime ça. Voilà. Magnifique ça. Alors si on vient chez Philippe Rouquier, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Oh, je sais pas. En ce moment, certainement une soupe ou un potage de légumes de saison, hein, tout simple. C'est des potages pour mon fils qui adore la soupe. Alors, c'est formidable, un enfant qui adore la soupe. C'est céleri, navet, poireaux, 2 pommes de terre, un petit fond de veau, un petit truc comme ça, et puis voilà, des trucs très simples. Et puis voilà, après je fais tous les plats traditionnels, mais vraiment comme tous les jours, quoi. On fait des pâtes avec mon fils, voilà, par exemple. Alors des pâtes, mais on fait la pâte à pâte, on a la machine, on tourne les pâtes, on fait nos pâtes nous-mêmes. Mon fils, il peut se faire à manger tout seul depuis qu'il a 8 ans. C'est ça ma passion. On fait la cuisine ensemble pour apprendre à la faire aussi ensemble. Voilà, il sait faire de la pâte à pain. Il a su très tôt faire de la pâte à pain quand on fait notre pain. Forcément, les enfants aiment les pâtes. Donc, quand il a compris qu'on pouvait faire des pâtes soi-même et tout, il fait des pâtes avec ses copains. Éventuellement, quand on est en vacances, parce que ça met de la farine partout. Mais voilà. Magnifique en tous les cas. Et on embrasse votre enfant en tous les cas. On l'embrasse. C'est gentil. Philippe Rouquier, si on vient chez vous, là on est déjà un peu avec vous, c'est vrai, on a l'impression d'être dans la cuisine. Là cette fois-ci on va aller vers la bibliothèque, on va se tourner vers elle. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment dans cette bibliothèque, Philippe? Alors, le problème de ma bibliothèque, c'est que ma bibliothèque est immense parce que en fait j'ai moi personnellement une petite bibliothèque. Mon père, qui est décédé il y a 2 ans, a une bibliothèque gigantesque. Il était professeur de lettres classiques et historien. Donc il y a, je sais pas, peut-être 500 ou 600 volumes d'histoire minimum, plus toutes les grandes traductions de chez Budet, des textes. Ma sœur a été critique littéraire pendant 10 ans. Ma mère lit des romans policiers à raison de 3 ou 4 par semaine. Elle approche des 80 ans, faut pas le dire, mais si vous voulez, la bibliothèque familiale est inimaginable. Voilà, je peux même pas, il y en a plein partout. Il y en a dans les greniers, il y en a dans des caisses. Je sais pas si un jour on aura une superficie pour la rassembler, et si ça peut se faire. Et mon fils, qui a commencé à lire
Oh, mais incroyable. Et, et chez moi, vous trouverez, alors chez moi personnellement, vous trouverez plutôt des essais, hein, beaucoup de polars. Mais les polars, en fait, je les lis, on se les repasse et tout. Mais beaucoup d'essais, je lis beaucoup d'essais, j'ai toujours lu beaucoup d'essais, un peu de philosophie, j'ai continué à lire de philosophie, mais surtout des essais, surtout. Je lis des milliers de pages d'essais par mois pratiquement pour mon travail, pour tout, pour essayer de comprendre. Dès que j'ai un sujet qui m'intéresse, par exemple un documentaire sur les penseurs de secret, je connaissais plutôt bien les penseurs de secret. Je sais pas, j'ai dû lire 3000 ou 4000 pages de plus pour être sûr de ce que j'avançais, parce qu'une fois qu'on passe on va dire, des pratiques ou de la description à une sorte de fonctionnement, à une sorte de théorie, faut prendre plus de marques, quoi. Faut savoir un peu plus où on va. Donc là, voilà. Là, sur le chamanisme, je sais pas, je dois avoir sous les yeux, je dois avoir une soixantaine d'ouvrages là pour travailler là-dessus, plus tout ce qu'il y a en format Kindle sur mon ordinateur. Et oui, je dois travailler avec une centaine d'ouvrages là-dessus. On va s'intéresser cette fois-ci à votre dernier ouvrage, Rire de poupée chiffon, aux éditions Carnet Nord. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, oui? En fait, c'est les histoires que j'ai dans la tête. euh, Quand je me mets à les écrire, je les ai depuis longtemps. C'est-à-dire que je vis avec les personnages chaque jour depuis des années. Comme on a des souvenirs de famille, comme voilà. Et donc, ils me racontent comme ça, un peu tous les jours. Ils me racontent, c'est comme si des souvenirs revenaient. Ils me racontent leur histoire. Et donc, je prends parfois des notes, rarement. Et à un moment donné, je me dis comment je pourrais raconter cette histoire, mais je commence à rentrer dans la narration et voir si je peux, s'il y a une histoire. Et s'il y a une histoire, c'est qu'on peut la raconter. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des histoires et des histoires, des anecdotes, des bruits, et puis il faut que ça devienne un récit. Et donc là, je me dis, quelle est la façon de raconter? Est-ce que je trouve cette façon de raconter? Et si je la trouve, je m'y mets. Donc cette histoire, elle vient de plein de choses, de plein d'endroits différents, d'œuvres, un peu le sentiment, la sensation du monde aussi, parce qu'il y a toute la métamorphose de notre nature qui est à l'intérieur de ce livre. Tout ce qui est métamorphose et tout est très présent. Donc voilà, ça m'a guidé. Et puis alors après, de façon extrêmement concrète, mon premier roman était issu d'un scénario. C'est-à-dire que j'avais écrit le scénario. Et dans mon premier roman, je ne pouvais absolument pas parler des personnages, parce que dans un scénario, on a des dialogues et des descriptions d'action. Et dès que je sortais de l'un des deux, j'avais vraiment l'impression de perdre mon lecteur, de raconter des choses fausses. Et j'avais beau me dire, je suis dans du roman, je peux le faire, ça ne venait pas. Donc dans le deuxième, je me suis dit, là je vais écrire vraiment un roman. Et donc l'histoire était bien cohérente, hein. Il y avait tout, il y avait des personnages, il y avait les principaux événements. Et je me suis dit, je vais la raconter de façon différente de la première, et je vais installer une narration complètement différente qui va m'amener à être dans la tête des personnages et non plus à décrire uniquement que leurs actions. Et donc c'est pour ça que en fait dans ce livre on change de point de vue tout le temps. Et donc il s'est passé quelque chose en fur et à mesure on regarde qui a vu quoi et comment il l'a vu. Et donc ça c'est pas ça peut devenir cinématographique, mais il faut l'adapter. Alors que le premier, c'est un scénario, tout ce qui est écrit est une description. Et dans celui-là, c'est très très intérieur. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre le premier qui est, parce que ça j'y tiens beaucoup dans les genres, le premier c'est vraiment un polar d'enquête, c'est-à-dire que le frère, c'est une histoire de frère, il y a un frère qui a disparu et l'autre part à sa recherche. En fait, il avait une montre GPS, il a disparu en mer, et donc il va continuer, il va prendre tout le trajet de la montre GPS, c'est une sorte de chemin ici initiatique.
regard et on va trouver une preuve. On va trouver une preuve, on va reconstituer la réalité. Dans le roman noir, on part d'un fait que tout le monde voit. Et plus on va rentrer dedans, plus on va s'enfoncer dans les personnages et plus ça va devenir sombre. Voilà, c'est complètement différent et on va perdre nos repères avec la réalité. C'est une construction inverse. Comment s'est passée la phase d'écriture? Oui, là, vous en avez un petit peu parlé, mais là, pour celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, par exemple, en termes de chapitres, en termes donc de personnages, est-ce qu'il y avait aussi un plan ou pas, comme peuvent le faire certains auteurs, ou alors pas du tout? Racontez-nous. Oui, ah bah oui, alors en fait, alors là je travaille comme, comme ma formation me le fait faire, c'est-à-dire que déjà quand je fais un repérage, c'est-à-dire que tous les lieux qui vont traverser et tout, ils sont repérés comme si c'était un tournage. Donc je sais qu'il va y avoir telle cuisine là, qu'il va y avoir tel truc, j'ai des photos, j'ai les parcours de Google View, de Street View, j'ai des photos par dizaines, par centaines, j'ai des films que je fais moi-même, j'ai des maisons que j'ai photographiées moi-même dans le Vercors, puisque c'est dans le Vercors, pour reconstruire, j'ai des façades, voilà. Et tout ça, ça fait un peu l'ambiance. Après, j'ai des personnages. Mes personnages, j'ai leurs photos. Ce sont des personnages que je trouve. Parfois, ce sont des comédiens. Parfois, ce sont des personnages de films. Parfois, il y en a plusieurs qui sont un peu différents, mais ça fait ma sauce, quoi. Je peux les décrire. Et après, je mets tout ça sur un chemin de fer et j'ai la totalité. Quand on écrit un scénario, on fait un séquencier. On écrit toutes les séquences qui va se passer dans les séquences. Et ben moi, j'écris tous les chapitres et je sais ce qui va se passer dans chaque paragraphe, qui va parler, comment, et je mets pratiquement le nombre de caractères que je veux obtenir par paragraphe, les objectifs. Et ça, en fait, je l'ai fait par l'analyse parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout comment on écrivait un roman. Donc j'ai pris Raymond Chandler essentiellement, quelques romans comme La Grande Fenêtre que j'adore, et puis j'ai pris Vernon, il s'appelle, et c'est un chiffre, je me souviens plus j'ai pris des romans qui m'avaient marqué sur l'écriture, bien sûr aussi sur l'histoire, mais surtout sur l'écriture, en disant ça c'est vraiment bien fait, c'est exactement ça que je veux obtenir. Donc j'ai compté le nombre de caractères par ligne, le nombre de lignes par page et le nombre de pages par chapitre. Ça m'a fait des quotas et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc, si c'est ça que je veux faire, il faut que ça fasse la même longueur. Ça c'est vraiment un principe de montage et de réalisation, c'est-à-dire que vous apercevez quand vous faites des films que il faut que vous êtes obligé de vous dire cette séquence, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle fasse tant de minutes, pas plus, parce qu'après ça va dire autre chose, ça va déborder. Et ben là j'ai fait exactement pareil, et donc je paramètre mes chapitres et mes paragraphes, ouais, pour aussi faire évoluer, si vous voulez, le ton. C'est-à-dire qu'il y a des fois c'est une narration, et je me dis bon bah là j'ai deux paragraphes où c'est que de la narration, on va commencer à s'ennuyer, donc ce paragraphe-là, il faut que je le traite uniquement en dialogue, pour changer, pour que ça soit plus riche, pour que ça bouge, pour que ça vive tout le temps, quoi. Voilà, c'est comme ça que je fais. Rire de Poupée Chiffon, c'est l'histoire de quoi, en quelque sorte? Alors, c'est l'histoire d'une séparation. C'est une séparation, c'est un couple qui se sépare, et c'est un couple d'artistes. Et ils vont faire une performance de leur séparation. Et c'est quelque chose qui ne leur appartient qu'à eux. Alors on peut les trouver complètement déjantés, etc. Et tout. Mais ils ont exactement le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux, entre eux. Sauf que au moment où ils vont se séparer, où tout sera fait, paramétré, etc. Et tout, il va y avoir un témoin qui va trouver ça curieux. Et donc ça va foutre en l'air leur séparation. Bon, alors c'est un peu macabre, c'est vraiment... voilà. Et donc, il va y avoir une enquête de police et tout, et on est entre la réalité objective de ce qu'on voit, la réalité objective de l'enquête du gendarme qui se dit il y a quand même que des choses curieuses là-dedans, et je ne trouve pas de preuves alors que tout le monde me dit qu'il y a eu un meurtre, et puis une amitié, parce que ça se passe dans une région qui est relativement fermée, surtout l'hiver, le Vercors, et donc où les gens ont une certaine confiance les uns dans les autres. Ils n'ont pas
Voilà. Et donc il y a ce couple qui pose problème et cette disparition qui pose problème. Alors après il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent parce que les œuvres coûtent de l'argent, parce qu'il y a des choses qui disparaissent, etc. D'un côté. Mais c'est vraiment une histoire sur l'intimité. C'est un couple qui se sépare en s'aimant. Parce qu'ils se respectent beaucoup, ils s'aiment beaucoup, mais ils sont en train de détruire leurs œuvres. Il n'y a plus rien qui marche. Donc ils ne peuvent plus vivre ensemble, ils ne peuvent plus créer et vivre ensemble. Voilà, ils arrivent à peu près là. Et donc cette intimité, ils font une œuvre commune de cette intimité, de ces derniers moments, qui est une intimité qui doit se refermer sur elle-même. Après ça, ils ne doivent plus jamais se voir. Sauf que il y en a une qui disparaît et qu'il y a une enquête qui va les obliger à se revoir et à se retrouver, à se rechercher, et ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de l'histoire. Mais il y a si vous voulez, ce jeu de miroir de qui a fait quoi, est-ce qu'on doit croire l'œuvre ou est-ce qu'on doit croire la réalité, quoi. Ne nous en dites pas plus. Philippe Voilà. Rouquier, quels sont vos projets pour la suite? Alors mes projets, j'ai un film que j'aimerais bien réaliser donc sur les animaux guérisseurs et les guérisseurs d'animaux, de nos rapports, ce que je vous disais. Après j'ai cet essai sur le chamanisme qui est un peu la continuité du film, enfin, qui m'a été commandé par l'éditeur après qu'il ait vu mon travail sur les penseurs de secret et qu'il ait compris que ça venait du chamanisme, cette démarche. Et j'ai un polar d'enquête historique que j'écris avec une autre personne. Alors après, j'ai un autre roman, parce qu'en fait, mes deux premiers romans parlent de disparition. J'en ai un troisième qui serait plus un roman de gangster, d'aventure, qui serait sur la disparition. Et puis après, je voudrais passer au roman noir avec des choses sexuelles. Voilà. Qui sont D'accord. très délicates à mener. C'est toujours extrêmement difficile et je pense, c'est pareil, c'est une histoire que j'ai depuis 14 ans en tête, 15 ans, 20 ans. Et je pense que j'ai trouvé l'axe pour la raconter, donc je vais peut-être m'y mettre prudemment. Bien, ça, donc un roman noir avec de la sexualité à l'intérieur, c'est bien cela. Ouais, ouais, ouais. On peut citer un livre, Philippe, on l'avait ici chroniqué, c'est Pornopolis de Albert Spano. C'était son premier roman et c'était un roman osé, mais c'était un roman noir, donc c'était un polar et ça s'appelait donc Pornopolis. Donc je n'en dis pas plus pour celles et ceux qui ont envie de découvrir le livre d'Albert Spano qui est d'ailleurs chez nos confrères d'RFM aux côtés d'Élodie Gossuin chaque matin. Voilà, simplement on le salue au passage. Non, mais ça lui fera plaisir, Albert, que je connais Ah oui. particulièrement et que j'embrasse au passage, et qui d'ailleurs a écrit un deuxième roman. Il l'a coécrit avec une autre personne. Voilà, je vous invite à découvrir un petit peu ce qui se passe dans la tête d'Albert Spano, parce que lui aussi, il est tout aussi, pas déjanté, mais presque que vous. C'est vrai que ça tourne dans vos têtes. Hein. Oui, oui, bah oui. Alors oui, c'est sûr que il y a toujours la tentation d'aller sur ces zones-là, hein, qui sont. Et c'est une vraie excitation d'auteur, hein, c'est-à-dire que ce sont des territoires extrêmement délicats à travailler. Oui. Parce que bon, on peut faire du voyeurisme, on peut étaler, on peut faire des choses choquantes. C'est facile, mais à partir du moment où on commence à rentrer justement la pornographie, ça me fait penser à des films sur le porno que j'ai vus, et il y en a très peu de réussis, quoi. C'est un sujet très dur, très dur. Philippe Rouquier, rappelons que vous êtes l'auteur de Rire de poupée chiffon aux éditions Carnet Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben merci pour ce moment passé avec vous, c'était très plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut.